Bienvenue dans cette rubrique dédiée à l'actualité économique. Et oui, la REF du MEDEF va ouvrir ses portes fin août par un temps fort consacré à la francophonie économique. Et pour en parler, eh bien, nous sommes avec Fabrice Le Sachet. Il est porte-parole et vice-président du MEDEF, président d'Aera Group également. Fabrice Le Sachet, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être notre invité. Alors, la francophonie, on sait qu'il y a, c'est une véritable cause, il y a des millions de francophones, mais vous nous dites c'est un atout économique. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors des millions de francophones, déjà il y en a 512 millions aujourd'hui, les projections sont à 800 millions à horizon 2060, mais il n'y a pas de dividende automatique de la démographie. Et si on veut que ces populations parlent français, il faut se battre, et il faut surtout que le français soit une langue utile. Et une langue utile, ça veut dire trouver un emploi, trouver une formation, trouver un investisseur, trouver un partenaire commercial. Et donc la langue, c'est d'abord des liens commerciaux, des flux d'affaires, sinon elle va se perdre, elle va se tarir. Or, c'est un avantage comparatif, puisque nos compétiteurs, c'est une barrière naturelle sur certains marchés, mais ce n'est pas un avantage comparatif absolu, parce qu'il y a des offensives très fortes des Anglais, des Chinois, des Russes, des Turcs, etc. Il y a de la concurrence là-dessus, effectivement. Quels sont les pays que vous allez recevoir? Il y en a certains, ils sont militants. Ça nous fait sourire quand on écoute les Québécois, mais ce sont des ardents défenseurs, peut-être plus que nous les Parisiens, par exemple. Mais ils ont raison, les Québécois. Les Québécois, ils ont compris qu'une langue, c'est une âme, mais c'est aussi une arme économique. Et donc, ils le défendent. Il y a un ministère de la langue française au Québec, parce que le rouleau compresseur anglophone, qui importe aussi ses concepts, et on le voit bien dans le milieu de la finance, où les anglicismes sont très prégnants, c'est une erreur, ça nous affaiblit. Les rattachements de transactions, les rattachements juridiques, les cabinets d'avocats, les cabinets de conseil sont plutôt anglophones, et donc il y a évidemment une déperdition d'informations, de données, de compétences, de savoir-faire qui est préjudiciable à un pays fort. C'est un pays qui a un secteur financier extrêmement puissant et qui a une capacité à drainer des capitaux et à investir. Alors en France, on a ce secteur financier puissant. On pourrait le renforcer, on pourrait aussi nouer plus de liens avec les places francophones, Luxembourg, Genève, Bruxelles, qui est plutôt une place politique, mais aussi Lomé, grande place financière en Afrique de l'Ouest sur les banques multilatérales, Abidjan, Dakar et un certain nombre d'autres capitales. Alors c'est vrai qu'on ne le sait pas nécessairement, la langue française est aujourd'hui la 6e langue la plus utilisée, derrière le chinois, mandarin, plus d'un milliard de locuteurs, l'anglais, l'hindi, l'espagnol. Quand on vous entend au MEDEF investir cette thématique, on se dit que c'est du soft power aussi, la francophonie, et on n'est pas sûr que les politiques avant l'aient beaucoup utilisé, cette arme-là. Écoutez, moi je le regrette, la France a brillé par son absence en matière de francophonie économique. Il y a peut-être, je ne sais pas, un certain snobisme ou un côté enfant gâté, c'est-à-dire qu'on a un actif stratégique, vous l'avez dit tout à l'heure, 512 millions de personnes parlent français à travers le monde. On ne se rend pas compte de ce que ça signifie. Ça veut dire une facilité de pénétrer certains marchés, mais ça veut aussi dire des normes, des réglementations qui ressemblent aux réglementations françaises. Ça veut dire une proximité de compréhension culturelle. Et aujourd'hui, lorsqu'on compte ces 512 millions de personnes, on les compte un peu généreusement parce que souvent dans ces pays, ils sont multilingues. Le français n'est pas leur première langue. C'est une langue qui est un fait historique, qui n'est pas une langue choisie, qui est une langue subie. Et donc, il faut en faire encore une fois une langue utile. Alors, je me suis laissé dire que les échanges commerciaux induits par le partage du français, entre une trentaine de pays francophones, sont à l'origine de 6% de la richesse par habitant en moyenne pour ces pays, de 0,2 points de taux d'emploi, c'est pas rien. Donc en consolidant cette région avec les pays que vous allez inviter, vous travaillez pour l'emploi en fait. Bien sûr, on invite 24 pays, donc il y aura 24 pays à la REF francophone, 24 et 25 août à l'hippodrome de Longchamp. 400 PDG francophones, 3 premiers ministres, des chefs d'État. Donc c'est vraiment, en plus en plein Covid, c'est quelque chose, une opération assez complexe, mais on souhaite vraiment réinsuffler de la dynamique sur la francophonie économique. Et donc on le fait avec beaucoup de conviction. 16% du PIB mondial selon le rapport Attali, mais qui date depuis un certain nombre maintenant d'années. Sachant que les données sur les économies francophones sont très peu agrégées, consolidées. Et ça, c'est un problème. Nous n'avons pas de
tableau de bord, de suivi trimestriel. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire avec les universités, avec les économistes, produire de la donnée sur le monde francophone, les économies francophones, la finance francophone, pour caractériser la puissance de cette zone. C'est vrai qu'on parle de nombre de locuteurs, mais quand on parle de militer pour la francophonie, ça a plein de possibilités de déclinaison. C'est l'échange entre professeurs, c'est la mobilité des étudiants. Quels sont les leviers d'action? C'est pas juste envoyer des cours de français. Hein. Non, bien sûr, il faut déjà avoir une vision francophone. C'est-à-dire qu'être un pays francophone doit apporter des avantages particuliers. Sinon, aucun intérêt. Je pense par exemple au vaccin. Où est l'initiative francophone en matière vaccinale ? Voilà, si c'est à ça, la francophonie, elle doit être concrète, elle doit être d'action, elle doit être pragmatique, elle doit être utile. Et donc aujourd'hui, c'est redonner des projets très concrets. Et pour nous, c'est plutôt des projets commerciaux, des projets d'affaires, des projets d'infrastructure qui pourraient être la formation professionnelle. Il y a des problèmes de main-d'œuvre en France, au Québec, dans un certain nombre de pays. Il y a des problèmes de formation dans d'autres pays du Sud francophones. Il y a les questions d'accès à l'énergie, de transition bas carbone. Donc ça pourrait être des projets sur l'hydrogène vert, ça peut concerner tout le monde, de bâtir cette recherche et développement, cette innovation ensemble. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être le financement des entreprises, même si c'est différent selon les pays, il y a une problématique pour les entrepreneurs un peu partout de se faire financer, en tout cas dans certains cas, ou plutôt sur des tissus PME, TPE, PME. Donc voilà, c'est des choses concrètes. Alors vous avez évoqué il y a un instant la crise sanitaire, le vaccin. Merci pour la transition vers le pass sanitaire. Est-il la solution pour sauver l'économie, ou en tout cas améliorer les choses? Il y a des débats, on se demande si c'est des vrais débats quand même. Hein. Tout d'abord, on plafonne sur la couverture vaccinale. Il y a à peu près 25-26 millions de personnes qui ont un schéma vaccinal complet, un peu plus de 30 millions qui ont juste une dose. Et donc ça veut dire qu'on a un souci pour aller plus loin, et notamment sur la tranche 20-40 ans. Donc il faut absolument faire en sorte de motiver ceux qui ne sont pas encore vaccinés, et évidemment restreindre l'accès notamment aux lieux qui accueillent du public. Ça fait réfléchir certaines personnes et ça déclenche, et on l'a bien vu, des rendez-vous de vaccination. Par ailleurs, il est tout à fait logique que lorsqu'on brasse des flux importants, il y ait l'exigence, pas d'un vaccin, mais d'un pass sanitaire, qui peut être un test PCR ou un test antigénique selon les cas. Bien évidemment, pour les lieux type pharmacie, dans les grands centres commerciaux par exemple, ou accès aux magasins alimentaires, il n'est pas question dans le quotidien d'avoir ce pass sanitaire, ou en tout cas il faut faire en sorte que ce soit fluide. Mais il n'est pas illogique que dans un stade, que lors d'un congrès d'affaires, que lorsqu'on se déplace en TGV, en avion, lorsqu'on change de pays, il y ait une demande d'un pass sanitaire. Hein, c'est tout à fait logique. Il est majeur, il est vacciné, mais surtout, il est vice-président du MEDEF. Merci Fabrice Le Sachet d'avoir évoqué avec nous cette rêve du MEDEF à partir du 24 août, notamment sur le thème de la francophonie. Vous avez bien compris, si vous êtes vacciné et si en plus vous parlez français, vous avez tout bon. Merci pour cet entretien Fabrice Le Sachet, merci à vous de nous avoir suivis.